Rouébès de Hélène Roger aux éditions Bouc Édition. 4e de couverture, Rouébès, Jeanne, Rouen, au croisement de 3 destinées. Ce livre est l'un des opus de Una semana entera de Hélène Roger. Première partie, préparation. Estupendo, murmura Rouébès en découvrant le ventre vide de son réfrigérateur. Comme à l'accoutumée, il lui permettait de renouer avec le rite familial. Les gestes furent accomplis avec lenteur. Couper d'épaisses tranches de pain, les piquer à l'aide d'une fourchette, les maintenir à quelques centimètres de la flamme du gaz, les rôtir légèrement, puis à défaut d'ail, les frotter encore fumantes d'un oignon cru, y répandre enfin avec largesse le filet d'huile d'olive. À 20h15, au-dessus de l'évier, Rouébès mordait dans la première tartine, paupières parfaitement closes afin de favoriser la mémoire. Au-delà du plaisir gustatif, elle communiait avec l'esprit minorquin. Il suffirait ensuite de passer de la cuisine à la seconde et dernière pièce qui lui servait selon les angles, tout à la fois de salon, de bureau et de chambre. Sur le mur peint, couleur sable andalou, figurait une photographie du port de Ciutadella, cliché de 45 cm sur 60, chef-d'œuvre de souvenir. Rouébès se cala confortablement dans le fauteuil, ayant à sa disposition un verre de vin d'Espagne, un bloc-notes. Le cahier l'effrayait encore la continuité des pages, supposant celle d'un éventuel récit. Elle avait à noter les premières feuilles d'informations diverses et sans importance, adresse, numéro de téléphone, titre de roman, liste de courses, schéma énigmatique. Sous ses yeux, le port aux couleurs crépusculaires. La correspondance entre l'heure effective et celle à laquelle le photographe avait pris le cliché atteignait la perfection. Le coucher orangé du soleil venait jusqu'à elle, à moins que ce ne fût l'inverse. Une certitude, l'amoindrissement de la luminosité, était vécu ainsi moins péniblement. Café con leche? Claro. Chaque matin, la question de Mario l'accueillait. Avant 8h, les habitués animaient déjà la salle de Cama y Café. Ils parlaient fort et leurs propos couvraient les rugissements du vieux percolateur. Rouébès possédait sa table attitrée près de la vitre. Elle donnait sur la rue à sens unique où s'élevaient de petits immeubles à la façade blanche. Les volets de bois vert étaient déjà remisés dans leur cale. Pourquoi un tel nom? Personne n'aurait su le dire, d'autant que l'établissement ne possédait aucune chambre. Un matin, Mario avait vaguement mentionné un Cama y Café connu et même fréquenté autrefois, là-bas au pays. Nul doute qu'il n'y épuisait l'esprit de son bar-brasserie. Avec une telle enseigne, la clientèle hispanique catalane même avait suivi. Rouébès y avait fait la connaissance de Gorion, una mujer impressionnante de sérénité. Depuis que Rouébès l'avait entendu s'entretenir avec Mario du Camí de Cabals, note, chemin de chevaux, grande randonnée, 223 Minorque, voir lexique à la fin du volume. Camí de Cabals, chemin de chevaux, au pluriel, pour chemin. Reprise. Depuis que Rouébès l'avait entendu, s'entretenir avec Mario du Camí de Cabals, elle avait modifié l'itinéraire des sentiers imaginaires de ses sorties. Souvent le matin, elle emportait dans un sac à dos ses vêtements, shorts et t-shirts, gardant aux pieds ses chaussures de course.
Après son café, elle se changeait dans les toilettes, il laissant ses affaires avant d'emprunter la porte de service fermée à l'intérieur par un verrou. Seuls Mario et Gorion étaient au courant de cette habitude, le premier parce que Juebes l'avait prévenu de la dite porte laissée momentanément ouverte, la seconde parce qu'elle l'avait surprise au retour de l'une de ses épopées. Gorion, toujours d'un calme olympien, avait croisé la coureuse méchamment marquée par l'effort. Plusieurs secondes d'observation silencieuse s'étaient écoulées avant que, sourire aux lèvres, elle ne déclame cette phrase qui s'ancorait profondément dans la mémoire de Juebes. « Moi pécheuse, toi coureuse, nous aurons des comptes à rendre devant l'Éternel. » Note, citation de Dominique C. Machinalement, Juebes avait baissé les yeux et découvert avec stupeur les bottes en caoutchouc vert à ses pieds. Une correspondance particulière s'était instaurée une semaine plus tard. Par mesure de précaution et aussi par un reste de naïveté enfantine, Juebes avait collé sur son sac de vêtements une étiquette portant son nom. C'est sur ce carré de papier quadrillé qu'elle avait lu le premier mot de Gorion, « Hola », suivi de sa signature. Depuis, et parfois seulement, elle n'aurait su d'ailleurs en établir ni la fréquence ni la cause, une relation épistolaire, à défaut d'une autre, s'était établie. Elle restait succincte en raison de la dimension de la vignette. Jeanne. Enfin, il était là devant elle, ce fameux poteau de bois qui la guiderait à présent et sur lequel était vissée une plaque. Illustrée d'un fer à cheval, elle portait la mention « Caminos Naturales, Cami de Cabals, GR 223 ». C'était le premier chemin, celui qui ouvrait le tour de Menorca, découverte une soixantaine d'années auparavant. Cette île avait vu naître son époux, qui avait recueilli ses cendres. Elle la découvrirait entièrement. Jeanne se demanda combien de poteaux elle rencontrerait au cours de ces 189 kilomètres parcourus à pied. Elle les compterait. Elle possédait une carte qui détaillait les étapes. Elle apposerait une croix à chaque indication du chemin. D'ailleurs, elle commencerait maintenant. Gorge nouée par l'émotion, esprit apaisé par la joie, Jeanne s'assit sur le muret de pierre sèche qui jouxtait le poteau. Elle déplia la carte et, à Mao, inscrivit la première croix. Une fierté l'inonda. Ayant toujours rêvé de suivre le sentier de Compostelle, ne l'ayant emprunté qu'en pensée, elle entreprenait, en ce jour de ses 84 ans, une excursion à laquelle elle n'aurait jamais cru. De gratitude, elle en remercia les éléments. Un mantra accompagna le cri d'un cormoran. L'avion l'avait déposé la veille, la correspondance à Barcelone avait déjà la saveur de la Madeleine. À la porte d'embarquement, vaste galerie vitrée ouvrant sur les pistes, elle avait reconnu la lumière, senti la chaleur. Comme ses filles, autrefois, les enfants empruntaient pour s'amuser le tapis roulant. 25 minutes de vol la séparaient de l'île. Jeanne attendait cet instant où Menorca surgirait avec ses côtes découpées et sa végétation abondante. Un vert, aux multiples nuances, au centre du ciel bleu de la mer et du ciel. À l'aube de son voyage sur ce muret de pierre sèche, Jeanne s'appropriait le paysage tout entier. Elle en ressentait fierté et puissance. Jamais elle ne s'était sentie si forte, si proche de l'essentiel, les sens à fleur de peau. Elle appartenait à tout ce qui bruissait et chuintait, faune et flore confondues, et même au vent dominant, tramontane et migjorn, qui faisait cliqueter les mâts des voiliers. Elle observa encore une fois la carte qui lui tiendrait lieu de carnet de bord. Au recto, elle avait de quoi noter dans le bleu de la Méditerranée. Quant au verso, il était vierge encore. Le guide touristique qu'elle avait découvert 6 mois auparavant précisait en titre « Le tour de Minorque en 10 jours et 20 étapes ». Jeanne n'était pas pressée. 10 ou 20 jours importaient peu. Elle était légère, libre, presque affranchie. Elle sourit. Son sac contenait eau et vivres nécessaires pour la journée. Elle avait opté pour un système de navette.
Chaque matin, depuis l'hôtel, une voiture l'amènerait au point initial de l'étape. Chaque soir, elle viendrait la rechercher. Petit déjeuner et dîner pourraient être pris à cet hôtel-pension, dont le nom Kama i Café l'avait enchantée. C'était presque poétique cette allitération. La réservation s'était déroulée en France, en Normandie. Elle avait même pu choisir sa place dans l'avion près du hublot et assez éloignée de l'aile, afin de profiter pleinement du spectacle, le survol des Pyrénées avant d'atterrir à Barcelone. Les conditions climatiques idéales, un ciel uniformément clair et sans nuages, l'avaient déjà appelée à une autre réalité plus lumineuse. À Mao, Hernando, le gérant de l'hôtel, l'avait accueillie avec une gentillesse déconcertante. 2 employés et un cuisinier l'aidaient por la tarde y la noche. Rouébès. Mi-parcours. Rouébès avance péniblement, on peut même dire que la marche s'est substituée à la course. Une ascension réelle et implacable, l'épreuve est ardue et souffle le cœur, tire sur les cuisses. Rouébès s'efforce encore de réaliser de grandes enjambées pour faciliter les étirements. Elle n'oublie pas le conseil de Federico, descendre les épaules, il fait chaud, elle ne baissera pas la tête. Elle se souvient qu'enfant, lorsqu'elle marchait sur le port de Mao au matin, le soleil brûlait sa nuque. Malgré les années, cette invasion de la lumière et du soleil demeure identique, comme une participation des éléments à son effort, mieux qu'une fusion, une sorte de compagnonnage. Après le mur que représente cette ascension, après le sentiment qu'un pas de plus relève de l'exploit, Rouébès, comme d'autres coureurs, atteint le point culminant, le panorama. Certes, la côte normande des 2 amants ne ressemble guère au Monte Toro minorquin, mais elle ne peut s'empêcher de les assimiler. C'est à ce moment précis qu'elle prend la décision de s'affranchir d'un présent taché d'angoisse. Elle reprend les foulées. Le petit miracle du second souffle favorise cette incroyable et éphémère sensation de liberté dans l'invincibilité. Le temps de l'effort devient un temps de grâce, une pause dans le déroulement des peurs. Rouébès oublie alors le leitmotiv de ses courses, le refrain chanté sur tous les tons et sur tous les chemins. Le jour où la peur aura disparu de ma vie. Jeanne, carnet de bord, en italique. Depuis l'avion à destination de Barcelone. Tout s'est déroulé avec naturel. Ma fille, Rouébès, m'a menée à la gare de Rouen. Mon autre fille, Anna, m'attendait à Paris. J'ai lu dans leur regard une appréhension légitime à laquelle j'ai répondu par une sérénité olympienne. Je ne crains plus rien, et encore moins cette épopée, dont je suis tout à la fois l'instigatrice et l'actrice. Je voyage seule, sans l'être. Elle m'accompagne, elle et tous les miens. Je retrouve à présent cette sensation de liberté qui était mienne à 20 ans et qui s'est étiolée au fil des années comme une peau de chagrin. Ce jour, je rajeunis et m'élève bien plus que l'avion ne saurait le faire. J'appartiens aux éléments que je retrouverai sur le Cammi. Je m'habitue à penser catalan afin de le parler plus spontanément. Anna, douée pour les langues, s'y entend bien. Désormais, ses nombreux voyages l'incitent aux études linguistiques. Je saurais bien me débrouiller ou du moins comprendre les propos des autres. Les 50 années auprès de mon époux ont habitué mes oreilles à ces sonorités nasalisées que mon cœur apprécie. Pensez à noter les mots inconnus, en fournir la liste à Anna. Rouébès, écriture droite. Curieusement, jamais Rouébès et Gorion n'évoquaient leur relation épistolaire et tout se passait comme s'il s'agissait d'un lien dont elles ignoreraient tout. Ces échanges ne les avaient ni rapprochés ni éloignés. Simplement, elles n'en tenaient pas compte. Lorsque Rouébès arrivait chez Mario, Gorion était déjà installé au comptoir. Cette position stratégique lui permettait de dominer la salle et de souligner la parfaite ligne de ses bottes vertes qu'elle chaussait contre vent ou soleil. En général, le pantalon d'épaisse toile bleue était glissé à l'intérieur, mais pas systématiquement. Un pull à col roulé l'hiver, une blouse de coton aux saisons plus clémentes peaufinaient la panoplie. Seul le ciré jaune faisait défaut. Rouébès s'étonnait de cette tenue
qui s'accordait étrangement au lieu, puisqu'il n'y avait dans cette petite bourgade normande nulle mer à l'horizon, juste un fleuve. Un joli fleuve aux méandres reptiliens, dont les marées montantes et descendantes ridaient à peine la face. Gorionne pêcheuse. À voir donc, à l'occasion. Comme elle ne se présenta pas, Gorionne resta la pêcheuse. Rouébès la coureuse et Mario le gérant. Estupendo! S'exclama Rouébès en accompagnant les pommes de terre cuites à l'eau d'un filet d'huile d'olive. Dans la tilla, elle avait également disposé quelques haricots verts fraîchement écossais. Elle rêva un instant à l'harmonie colorée de ces deux aliments que l'huile faisait briller. Elle pensa ensuite au terme ubiquité, comme s'il pouvait à lui seul rassembler les mémoires. L'ici et l'ailleurs, axes du temps et de l'espace confondus. Sa mère avait-elle emporté une tilla pour son voyage? Où se trouvait-elle à cette heure? Rouébès estima qu'elle avait peut-être déjà endossé sa tenue de randonneuse. Elle avait promis de donner des nouvelles chaque soir. Elle l'envia de respirer un autre air. Elle admirait son courage et sa persévérance. Réaliser le tour de l'île à pied relevait d'un défi aux lois de l'âge et de la fatigue. Elle pensa à la force des vents, aux vagues, au bruissement des feuilles de palmier. Quant aux oiseaux, ils peupleraient son itinéraire. Rouébès coureuse, issue d'une Jeanne marcheuse, la fierté de poursuivre ainsi un même destin la gagna. À 20h15, Rouébès approcha une loupe de la photographie. Ciutadella constituerait pour sa mère l'étape de mi-parcours. À l'opposé de Mao, la ville ouvrirait ensuite la découverte de la Costa Sur. Évidemment, les ports des deux villes se ressemblaient comme deux cousins. Mêmes éléments, même lumière, même paix. Rouébès concentra son observation sur une rue. Retardant la découverte dans sa totalité pour garder quelques surprises, elle s'accrochait aux détails. De quelle époque datait le cliché? Elle chercha une automobile sur la route, mais n'en trouva aucune qui eût daté la photographie. L'organisation spatiale était celle de Mao. La ville, sur les hauteurs, dominant le port, avec ses maisons de pêcheurs métamorphosées pour certaines en restaurants ou boutiques pour touristes. L'une de ces dernières était éclairée de l'intérieur. Son étal s'étendait sur le trottoir. Il s'agissait d'un magasin de vêtements. Étonnamment, des chaises étaient disposées en face, comme dans une salle de spectacle. Rouébès, toujours à l'affût d'une reconversion professionnelle, envia les vendeuses. Jeanne. Hernando l'avait accueilli formidablement. Comment ce gérant de Cama y Café trouvait-il le temps de s'occuper ainsi des touristes? Face à sa gentillesse et à son dévouement sans faille, Jeanne en avait conclu qu'il régnait sur l'île une perception du temps certainement différente, peut-être moins rigoureuse. Si les magasins prétendaient ouvrir por la tarde a las 4, ils ne l'étaient pas nécessairement. Toutefois, aux grandes occasions, telles la venue de Jeanne, le Mahonnais savait être ponctuel. Hernando ne l'avait pas fait attendre à l'aéroport. Afin de restreindre l'attente lors de l'arrivée à Mao, Anna lui avait conseillé la fameuse valise cabine. Enregistrement et récupération des bagages étaient ainsi évités. Alors qu'ils ne s'étaient jamais vus, Jeanne et Hernando s'étaient reconnus. La physionomie du gérant de l'hôtel correspondait exactement à celle que Rouébès avait imaginée et dont elle lui avait parlé. Un trentenaire grand, un peu fort, à la peau joliment cuivrée, il fallait donc croire que la fiction, parfois, devançait la réalité et même l'emportait sur elle. Quant à Hernando, sachant qu'il avait en charge une octogénaire, l'effort de reconnaissance avait été moindre. Lors de la poignée de main chaleureuse, immédiatement, Jeanne avait eu confiance et un peu lasse par son voyage, s'était abandonnée à son verbiage dans l'automobile. Hernando
n'avait cessé de parler, jouant à merveille le guide touristique. Jeanne l'avait écouté avec plaisir, retrouvant en même temps que les sonorités mahonaises si particulières, un paysage ni tout à fait le même, de nouveaux ronds-points avaient vu le jour, ni tout à fait un autre, un décor universel et rassurant par sa pérennité. L'hôtel était charmant, il possédait comme chaque habitation des volets de bois vert. Les clients entraient par la salle du café ou par une porte dérobée où figurait un comptoir derrière lequel un réceptionniste, s'il avait existé, eût salué les nouveaux arrivants. La chambre de Jeanne était située à l'étage et comprenait également un cabinet de toilette. Sur une table, face au lit, dans un vase à col long, qu'aurait apprécié la cigogne de la fable, figurait une grosse marguerite jaune artificielle. La fenêtre donnait sobre la carrère Santa Caterina. Jeanne l'avait ouverte aussitôt et, après s'y être accoudée, avait rapproché une chaise pour s'y installer. On ne voyait pas la mer, mais on la devinait à l'étonnante couleur turquoise du ciel, aux senteurs iodées. La descente au port se ferait rapidement et Jeanne l'entreprendrait dans la soirée. Pour le moment, elle savourait les retrouvailles. Se réapproprier l'île équivalait aussi à redécouvrir une présence, celle de l'homme jeune devenu son époux. À l'époque, les djinns reprenaient avec succès la chanson de Charles Aznavour « Quand tu vas revenir ». Aujourd'hui, c'était Jeanne qui revenait. Dans la salle de bain, elle posa sa trousse de toilette et respira avec émotion cette odeur un peu entêtante d'eau de Cologne qu'il lui paraissait retrouver partout sur l'île. Une savonnette empaquetée occupait le rebord du lavabo. Elle la plaça dans sa valise afin que le parfum s'y diffuse. Pour le premier soir, Jeanne avait décidé de dîner à l'hôtel. Elle ne s'embarrassa pas d'un gilet. Les températures étaient d'une clémence presque humaine. Jeanne s'en fit la réflexion en descendant à la salle. Voilà qui tranchait fort avec la Normandie pluvieuse et fraîche et à laquelle elle restait pourtant profondément attachée. Hernando s'occupa de sa cliente comme de sa propre mère. Et ce dîner fut pour lui l'occasion de montrer toutes ses qualités. Il avait quelques notions de la langue française, Jeanne trouva son accent délicieux. Le menu lui convint à merveille. Tortilla, ensalada y frutos. Elle accepta le verre de vin offert en guise de bienvenue. À la fin du repas, ils décidèrent de l'heure à laquelle ils l'amèneraient à la première étape. « Non, dit-elle, le départ est à Mao. Je m'y rendrai à pied. Mais au retour, por la tarde, rendez-vous à Es Grao a las 8. Si, chaque matin aux environs de la Nueve, Hernando la conduirait au nouveau point de départ. Il lui fournirait également le panier repas du déjeuner. Léger, je le porterai sur le dos, osa Jeanne. Si, claro que si. Tout s'organisait à merveille, nul souci, nulle crainte. Anna avait eu raison de le lui prédire. Jeanne s'attarda un moment, le temps que la camomille refroidisse. Les passants se raréfiaient, mais on entendait encore leur conversation. Les fenêtres ouvertes laissaient voyager les voix dans le dédale des rues. Jeanne éprouva l'envie d'une promenade assez courte et qui lui présenterait la nuit avec bonheur. La veille de son voyage, Rouébès n'avait cessé de lui rappeler l'escalier menant au port. Le grand escalier blanc, si fréquemment emprunté autrefois. Rouébès. Au fur et à mesure des matins et des courses, Rouébès prit l'habitude de préparer ce qu'elle appelait désormais sa correspondance à Gorion. Elle écrivait la veille au soir le petit mot déposé négligemment à côté des vêtements. Elle n'aurait su dire si Gorion agissait de même et aucun indice dans les réponses ne permettait d'affirmer que sa rédaction précédait le matin de leur découverte. Entre le départ et l'arrivée de Rouébès, Gorion disposait d'une à 2 heures selon le temps de l'entraînement, ce qui laissait la possibilité de rédiger sur place le billet. Étrangement, des questions informulées naissaient de part et d'autre. À quelle heure l'autre partait-elle travailler ?
à moins qu'il ne s'agisse de l'heure de son retour. Une pêcheuse pêchait-elle la nuit? Après quoi courait une coureuse? Ayant donc la possibilité de réfléchir à ses écrits et partant de les corriger, Ruébès y consacra plus de temps, et cette habitude devint vite un cérémonial qu'elle accomplissait. Une fois toutes les obligations de la journée remplies, ce furent donc des moments de repos avant d'être des moments de rêverie ou de promesse. Un soir qu'elle achevait de noter ses observations journalières, l'envie lui prit de rédiger, d'une encre différente afin de distinguer les deux narrations, le début d'un récit qu'elle publierait en feuilleton et à l'intention de cette unique lectrice. Elle pensa d'abord coiffer son projet d'un mensonge, en prétendant qu'elle avait lu une histoire dont elle recopiait quelques passages intéressants, puis elle adopta une autre stratégie plus naturelle et partant plus simple. À l'encre noire, Ruébès écrirait son petit rapport quotidien, à l'encre bleue une histoire dont elle ne révélerait pas la source. Au lendemain de cette idée, elle la mit en pratique. Italique. Le récit de Juan, épisode 1. Juan avait toujours fui. L'autorité de son père, les secrets de sa famille, les souvenirs, le franquisme. Adolescent, cette course constante s'était illustrée par des fugues. Fuguer sur une île n'était pas commode et impliquait le rôle du continent, Barcelone, ou d'une autre île des Baléares. Ainsi, de Minorque était-il passé à Palma de Majorque. Le prétexte d'un emploi dans un hôtel de luxe lui permit d'échapper un moment à une réalité qui voulait le rattraper et qu'il fuyait d'autant plus. Sa première fugue, il l'avait accomplie adolescent à la nage. Peu de kilomètres, certes, mais pour un insulaire, quitter sa terre relevait de l'exploit. La Guardia civile avait convoqué sa mère et un médecin avait même examiné ce jeune homme qui ne tenait pas en place. Il finira en prison ou en hôpital psychiatrique, avait-on prédit. Voilà qui lui donna 2 motifs supplémentaires de fuite. Juan avait décidé de ne pas reproduire le modèle paternel. Un républicain socialiste arrêté en pleine nuit au domicile familial, exilé 17 ans avant d'être condamné à mort, gracié, puis emprisonné. Écriture droite. Que pouvait répondre Gorion à semblable récit? Peu de choses, et même rien en réalité. Dans les premiers temps, elle ne mentionna même pas cette histoire, ni dans sa correspondance, ni dans leurs propos. Ensuite, quelques questions naquirent et qui concernèrent d'abord son identité. Elles permirent à Ruébès d'ancrer son récit dans la réalité par des repères géographiques et historiques. Puis vinrent quelques propos sur la dictature franquiste et les revendications catalanes actuelles. Ensuite, Gorion revint sur Juan et força Ruébès à donner des détails plus précis. À la mention « signe particulier », elle hésita. Quelque chose semblait étrange dans la personnalité de cet homme, un grain de sable dans un rouage endommagé. Les circonstances politiques, l'arrestation du père, l'émotivité exacerbée du fils, tout cela avait dû participer à l'origine des fuites successives. Un gène intervenait-il aussi? Était-il transmissible? Après leur lecture, chacune datait et rangeait billets ou feuilles. Ruébès les glissait dans une pochette, Gorion les collait sur les pages d'un cahier. Réunies, les notes auraient pu constituer, à défaut d'une correspondance, un roman épistolaire. Jeanne. Écriture italique. Carnet de bord. Nul meilleur hôtel que Cama y Café. Nul hôtelier plus attentionné. Nulle chambre plus jolie. Nulle inquiétude.
Mes filles. Après ce premier dîner à l'hôtel, je me suis promenée. En raison de la douceur, les rues étaient animées, des chaises encombraient les trottoirs. Les femmes, elles portent encore des blouses de tergale, les hommes, tous discutaient. Ils n'étaient plus très jeunes, mais d'une grande gaieté. Je suppose que la jeunesse actuelle profite bien davantage des terrasses de café. Ils parlaient fort et chacun me voyant passer ne manquait pas de me saluer par un Buenas noches auquel je répondais en souriant. Les fenêtres ouvertes laissaient s'échapper les voix des émissions télévisées et tout cela faisait un brouhaha formidable. Ayant quitté le centre, je suis arrivée à l'escalier, notre escalier. Comme promis, je l'ai pris en photographie avant de le descendre, en empruntant le côté droit. Je prendrai le gauche en remontant les marches. La pierre n'a pas pris une ride. Elle est toujours aussi belle et blanche. Je me suis accoudée un moment à la rambarde pour admirer le port, profiter de sa tranquillité et des mâts cliquetants. Le paysage a ceci de merveilleux qui n'a pas vieilli. Au bas de l'escalier, j'allais prendre à gauche pour longer le quai et me suis ravisée, restant un long moment assise sur la dernière marche. J'ai regardé la mer et j'ai pensé à vous, mes filles, et puis à Juan, votre père. Je me suis sentie profondément proche de vous et de lui, dans la paix et la joie. Au Camaï Café, je ne suis pas montée me coucher tout de suite. Hernando tenait encore le comptoir. Il m'a offert une tisane que j'ai acceptée. Près de la fenêtre, j'ai observé les gros câbles électriques noirs veinant les façades des maisons. Me voici à présent dans la chambre. Je vous écris depuis le lit. Il fait encore très doux, les voix des clients montent un peu. Je n'ai pas sommeil. Trop d'émotions, de souvenirs, d'impatience, comme un surplus de vie. Je ne veux pas dormir. Chaque minute ici m'offre un espace de liberté. Il faudrait d'autres mots pour exprimer ce bonheur. Ruebes, écriture droite. Estupendo, pensa Ruebes en découpant la tortilla. Elle l'avait laissé tiédir, puis ramollir. Las patatas con los calcos s'harmonisaient avec le jaune pâle de l'omelette que l'huile d'olive rendait légèrement dorée. Pour que la réalité rejoigne parfaitement le souvenir, il aurait fallu accompagner le gâteau salé de patatas fritas coupées en dés, mais Ruebes, ayant mis la dernière dans la tortilla, elle se contenta d'y penser. Une bouchée, juste una pequeñita, demi de pan, pour accompagner ce goût si particulier. À quel moment la vie reprenait-elle ses droits? Ruebes tentait toujours de décaler cet instant. Après le café chez Mario, la course et le courrier à Gorion, elle endossait. Après le café chez Mario, la course et le courrier à Gorion, elle endossait le costume spécial et partait travailler. Elle espérait avoir suffisamment inspiré de fiction pour tenir jusqu'au soir où la photographie du port de Ciutadella rétablissait le lien avec le matin. Alors, se glissait-elle dans le récit de Juan, mêlant en un même lieu personnages et époques différentes. Juan, Jeanne, Anna, Gorion, Mario, Hernando, tous participaient de son univers apaisant. Hormis ces épopées matinales et vespérales, rien d'extraordinaire ne se déroulait dans son existence, et elle peinait fréquemment à trouver du sens aux événements. La recherche de la causalité la maintenait dans un équilibre précaire dont elle mesurait l'extrême fragilité. Craignant tout mouvement comme susceptible de mettre en péril une stabilité éphémère, elle veillait à ce que rien ne change. Cet immobilisme ne lui ôtait toutefois pas la capacité de vivre d'étonnantes épopées.
fictive bien sûr. Ainsi voyageait-elle chaque soir, entretenait-elle de multiples relations sociales, prenait-elle parti à des débats publics, engageait-elle des conversations plus intimes avec Gorion, elle l'invitait fréquemment, le théâtre de ses rencontres levait le rideau à 19 heures, la scène se tenait à huis clos, les sujets de conversation tournaient autour de souvenirs de vacances. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient une bonne entrée en matière. Venait ensuite le second verre de sangria et avec lui la narration de quelques émotions, constats ou projets. Rouébès faisait rire Gorion, ce qui représentait une amorce de séduction. Le regard souriant de la pêcheuse, ses intonations légères, lui redonnaient confiance. Rouébès, alors, rêvant de composer de grands chefs-d'œuvre, de créer d'étonnantes machines grâce à d'incroyables capacités intellectuelles. Rouébès, alors, rêvait de composer de grands chefs-d'œuvre, de créer d'étonnantes machines grâce à d'incroyables capacités intellectuelles. Son existence ordinaire se métamorphosait. Le registre fantastique inondait ses mots. Tant que durerait la lumière du ciel sur la photographie, la retombée demeurait lointaine. La nuit accomplirait son travail de l'oubli, une nuit légèrement alcoolisée par le vin et la fatigue. Vers 22 heures, Rouébès s'allongeait et s'accordait le droit de fermer les yeux. Le monde bruyant des rêves faisait place à la nuit silencieuse, tombée depuis longtemps. De temps à autre, et pour d'obscures raisons, il arrivait que Gorion s'absente. Elle n'en prévenait pas Rouébès, et c'était donc, pour elle, une surprise toujours désagréable. D'abord parce que sa correspondance demeurait sans réponse et la renvoyait à sa solitude. Ensuite parce qu'il lui fallait bien admettre le manque. Elle s'interrogea très doucement sur cette petite douleur. Pour éviter de s'attarder sur la pente dangereuse de l'introspection sentimentale, Rouébès préféra imaginer Gorion sur les mers du Sud. Quels poissons pêchait-on là-bas ? Italique. Le récit de Juan, épisode 2. Onyx Palace Hotel, à Palma de Majorque, Juan cessa un moment de fuir. Il se posa librement, indépendamment, sans contrainte. Son emploi d'économe lui permit de gagner correctement sa vie et de rencontrer des touristes. Parmi eux, il fit la connaissance de son épouse. Ainsi tourna la roue, dont le mécanisme s'arrêta quelques années sur un ciel de promesses et de joie. Juan estima que, pour cesser de fuir, pour vaincre cette course-là, il suffisait peut-être simplement d'être heureux. Écriture droite. Parce que Gorion ne vint chercher ni ce billet, ni les suivants d'ailleurs, Rouébès perdit peu à peu toute certitude. Elle craignit la disparition de ces instants d'accalmie, de ces trêves sans angoisse du passé ou de l'avenir, pure quiétude dans une humble préhension du présent. Alors qu'elle entretenait des moments essentiellement fictifs avec Gorion, ceux-ci l'apaisaient et leur disparition brutale vint réactiver tout le chapelet d'angoisse. Pendant ces quelques jours, elle ne se consacra plus qu'à la course et s'absenta même du café. Mario se languit de l'une et l'autre femme. Jeanne. Sur le muret de pierre sèche, Jeanne profitait du soleil qui gagnait en intensité. Penchée sur ses genoux, où la carte dépliée s'étalait comme une nappe fleurie, elle possédait cette capacité étonnante de sentir ses rayons irriguer chaque artère et chaque muscle. Comme une sève, il coulait le long de la colonne. La métamorphose opérait. L'ancien rajeunissait, le fragile se solidifiait, l'éphémère s'enracinait. Jeanne n'était pas pressée. Hernando, l'attendant à 18 heures à Es Grao, elle avait toute la journée pour parcourir une quinzaine de kilomètres. Autant dire qu'elle pouvait l'occuper aussi autrement. Elle n'avait rien prévu encore.
sinon l'idée d'entreprendre seule cette épopée du tour de l'île. Au moment de partir, elle sortirait la jolie montre verte, offerte pour l'occasion par Anna, qui calculait la distance, le nombre de pas, les calories brûlées, la vitesse du vent et la force des promesses. Italique. Mes filles. Après la promenade, je suis ressortie. À 23 heures, j'ai repris exactement le même chemin et descendu à nouveau les marches par la droite. Mes pas ont emprunté le dallage rosé. Je n'ai pas traversé la route, désirant revenir côté port. Des cafés et des restaurants se sont installés, certes, mais le club nautique est toujours là. Je ne le connais pas aussi bien que toi, Roébès. En passant devant, j'ai fait mien tes souvenirs d'enfant. Le baby-foot à l'intérieur, il n'existe plus. Le vaste hall, au bout duquel un escalier permet d'accéder à la terrasse puis au terrain vague. Une bâtisse est construite aujourd'hui sur ce terrain. Et le barman qui laissait entrer et sortir toute cette flopée de ninos dont tu faisais partie, et auquel il offrait parfois, m'as-tu dit, un Pepsi-Cola ou une glace à l'eau, un polo naranja. Le club était bien calme, quelques touristes, mais très peu, à la moyenne d'âge élevée. Rien de ce que nous vécûmes, mes filles. J'ai repris le trottoir à nouveau, le dallage rosé. Une succession de bars et de restaurants, puis la villa Electra. Le balcon du premier étage est resté tel que nous l'avons connu, et il m'a semblé vous y voir encore, vous tenant toutes deux la main, dos au port, en contre-jour, les avant-bras ornés de ces petits tatouages à l'eau. La façade a été nettoyée et le premier étage aménagé. Les tables du café sont disposées dans la pièce qui nous servait de chambre. J'ai ensuite changé de trottoir. Peu de bateaux étaient amarrés au ponton, suffisamment toutefois pour m'offrir la musique du cliquetis des mâts. Tranquillement porté par la chaleur du souvenir et la pérennité du présent, je suis revenue jusqu'à l'escalier. De retour dans ma chambre d'hôtel, je m'allonge, bien décidée à prendre un peu de repos, mais incertaine quant au contenu de cette nuit extraordinaire où les heures ont la valeur d'une vie entière. Les voix montent encore de la salle. Je me demande à quelle heure ferme cet établissement. Ferme-t-il d'ailleurs? Quand Hernando rentre-t-il chez lui? Ces questions m'endorment. Écriture droite. Les entraînements de Jeanne avaient d'abord été musculaires, alternant sorties courtes et sorties longues. Sur les conseils de Roébès, ce qui importait n'était pas tant le nombre de kilomètres effectués que la gestion de l'effort dans le temps et l'endurance. Parfois, Jeanne avait marché avec ses filles, plutôt l'été avec Anna et l'hiver avec Roébès. Rarement les trois femmes avaient pratiqué ensemble. Jeanne s'était astreinte à visualiser le corps dans l'exercice, ses besoins, ses faiblesses. Elle avait également pensé sa marche, l'anticipant, l'intellectualisant. Au fil des mois, elle avait apprêté corps et esprit au Camí des Cabals, long de 189 kilomètres. L'âge entrait peu en ligne de compte dans cette affaire, devenait même un moteur fournissant une sérénité douce et tonifiante. Elle désirait la transmettre à ses filles lorsqu'elles veilleraient sur elle, mais de plus loin. Il fallait les y préparer, gagner en force, en puissance, en confiance, entreprendre donc et finir ce périple. Jeanne se demanda si les changements qu'il impliquerait nécessairement seraient visibles. Porterait-elle physiquement et de quelle manière cette aventure? Elle était presque certaine d'un embellissement. Roébès. Si pendant l'absence de Gorion, Roébès intensifia sa pratique de la course à pied, elle en profita également pour dresser un calendrier complet de ses préparations, qui passèrent nécessairement par quelques aménagements culinaires. Les muscles ne se nourrissant pas de vent et d'eau fraîche, il fallut bien inclure dans ces tapas aux tortillas quelques assiettées de pâtes, filets de poulet, steaks de soja, céréales diverses salées ou sucrées, boulgour et quinoa. Roébès n'oublia pas d'ajouter à ses postresses de petits pots de fromage blanc.
Lorsqu'après ses sorties matinales, Ruébès quittait Mario, il lui arrivait une fois par semaine de retrouver l'homme de sa vie, Federico. La séance de travail durait 1 heure et impliquait des efforts conséquents. Elle appartenait au protocole de ses courses. Mario et Federico ne se connaissaient pas, mais fréquemment Ruébès parlait de l'un à l'autre. Il lui arrivait même de rêver à une rencontre, ou mieux encore une table ronde autour de laquelle siégeraient sans ordre de préséance Gorion, Federico et Mario. S'entendraient-ils? Uno vino rojo et quelques bocadillos et la magie opérerait. Federico et Mario étaient frères en humanité. Ruébès éprouvait à leur égard une reconnaissance et une affection sans bornes. Avec eux, elle vivait des moments privilégiés, à l'abri de ses démons. À quelques jours du grand départ, Federico lui avait tenu un long discours. Ruébès débordait de questions qu'elle inaugurait par une même formule. « Federico, toi qui connais la vie, dis-moi si… » La tournure interrogative suivait. De ces chapitres de mots, elle avait retenu quelques vérités frappantes. Les jambes ne constituaient pas l'outil principal de la victoire. La tête prenait le relais très vite. Une tête, pas nécessairement bien pleine, mais une tête pas nécessairement bien pleine, mais bien formée, et selon des circonvolutions positives.